Faisons un point rapide sur la responsabilité des pères et mères. Alors, le fondement, c'est l'ancien article 1384 alinéa 4, c'est le nouvel article 1242 alinéa 4. Alors, il y a des conditions et des effets. Au niveau des, enfin, il y a un régime. Au niveau des conditions, je vais être extrêmement rapide sur des conditions qui sont très simples. Évidemment, il faut que la victime justifie d'un préjudice. Pour agir sur le fondement de la responsabilité des pères et mères, il faut démontrer évidemment qu'il y a un lien de filiation établi, adoptif, biologique, peu importe. Il faut que l'enfant soit mineur et non émancipé au moment des faits. Ce qui compte, c'est au moment des faits, pas au moment où la victime agit. Et enfin, il faut que les parents soient titulaires de l'autorité parentale. Si les deux sont titulaires, responsabilité in solidum. Si un seul est titulaire, il n'y a que lui qui peut être responsable sur le fondement de l'article 1242 alinéa 4. Alors maintenant, les conditions qui sont un petit peu plus complexes, enfin du moins celles qui ont évolué ou qui ont posé problème. D'abord, la question du fait de l'enfant. Faut-il, pour que les parents soient responsables, que leur enfant ait commis une faute, au sens de l'article 1240, ancien article 1382, ou suffit-il qu'il ait simplement provoqué le dommage, qu'il ait été la cause, le fait causal du dommage? Classiquement, la jurisprudence exigeait une faute. Il fallait que l'enfant ait commis une faute. Mais alors attention, ça a toujours été une faute entendue au sens objectif, peu importe que l'enfant soit privé ou pas de discernement. C'est-à-dire que vous savez que pour la faute de l'enfant, depuis les arrêts d'assemblée plénière du 9 mai 84, il ne peut être fautif lui-même que si, même il peut être fautif lui-même, même s'il n'est pas capable de discernement. Alors qu'avant 84, il fallait qu'il soit capable de discernement pour qu'on puisse lui reprocher une faute. Et bien même avant 84, ou pour que l'enfant puisse être responsable, il fallait prouver la faute, et bien même avant cette date-là, pour la responsabilité des parents, une simple faute objective suffisait à engager la responsabilité des parents. Alors, il fallait donc une faute de l'enfant, entendu au sens objectif du terme. Sauf que, désormais, ce n'est plus le cas. En fait, dès l'arrêt Fullenwart du 9 mai 1984, c'est un des arrêts d'assemblée plénière, la jurisprudence a semblé dire que le simple fait causal de l'enfant suffisait, mais toute la doctrine n'était pas convaincue qu'il s'agisse vraiment d'un revirement. Alors du coup, là, le vrai revirement, tout le monde est d'accord, c'est un arrêt de la deuxième chambre civile du 10 mai 2001, l'arrêt Levert, où là, c'est très simple. Il n'est pas nécessaire que l'enfant ait commis une faute pour que ses parents soient responsables. Il suffit que l'enfant ait causé le dommage. Le simple fait causal de l'enfant suffit. Donc beaucoup plus souple. Autre condition qui a évolué, la condition de cohabitation. L'article 1242 alinéa 4 exige que l'enfant cohabite avec ses parents. Cohabiter, traditionnellement, ça a toujours été au sens matériel. Cohabiter, c'est vivre avec. Et puis on comprenait bien, l'idée c'est que comme les parents vivent avec l'enfant, ils peuvent bien le surveiller et l'éduquer, donc éviter qu'il fasse une faute. Sauf que la jurisprudence a évolué. À partir d'un arrêt qu'on appelle l'arrêt Sanda du 19 février 97, la deuxième chambre civile retient que finalement, la faute ne doit plus être entendue dans un sens matériel, mais dans un... pardon, pas la faute, la cohabitation ne doit plus être entendue dans un sens matériel, mais dans un sens juridique. Cohabiter, ça n'est plus forcément vivre avec, puisque dans cet arrêt, il considère que le fait que l'enfant soit chez son père qui exerçait son droit de visite, n'empêche pas, ne fait pas cesser la cohabitation avec la mère. Donc l'enfant ne vivait plus concrètement, matériellement avec sa mère, puisqu'il était chez son père en droit de visite, et pourtant on a considéré qu'il cohabitait toujours au sens juridique du terme avec sa mère. Alors c'est quoi du coup la cohabitation? La Cour de cassation nous l'a précisé dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 20 janvier 2000. Cohabiter en fait, c'est la résidence habituelle. Où est votre résidence habituelle? Chez votre mère. Eh bien où que vous soyez, vous cohabitez toujours avec votre mère. En fait, seule une décision de justice confiant l'enfant à un tiers va faire cesser la cohabitation avec les parents. Alors si toutes les conditions sont réunies, les parents sont responsables. Quels sont alors les effets, le régime de la responsabilité? Là aussi, il y a eu une évolution. Classiquement, les parents voyaient peser sur eux une présomption de faute, dont ils pouvaient du coup s'exonérer en prouvant qu'ils avaient parfaitement bien surveillé leur enfant, parfaitement bien éduqué leur enfant. Du coup, on comprenait toutes ces conditions. Il faut vivre matériellement avec l'enfant pour bien l'éduquer, pour bien le surveiller. On comprenait qu'à l'époque, il était nécessaire de prouver une faute de l'enfant. C'est justement parce qu'il a commis une faute que l'on exigeait, que l'on présumait que les parents l'avaient mal surveillé et mal éduqué. Mais à partir du moment où, aujourd'hui, finalement, il n'y a plus de conditions la cohabitation s'entend dans un sens juridique. Même si vous ne vivez plus avec, vous pouvez quand même être considéré comme cohabitant avec. À partir du moment où, depuis 1984, on nous dit
les parents peuvent être responsables même si l'enfant n'a pas commis de faute. Alors à quoi ça sert de présumer que les parents sont fautifs? Du coup, la jurisprudence a également évolué, c'est l'arrêt Bertrand, deuxième chambre civile, 19 février 1997. Elle nous dit que c'est une responsabilité de plein droit. Les parents ne peuvent plus s'exonérer en prouvant qu'ils n'ont pas commis de faute. De toute façon, à quoi ça servirait à rien. Je veux dire, si l'enfant n'en a pas commis de faute, évidemment que les parents l'ont bien surveillé, l'ont bien éduqué. Vous voyez, je l'ai tellement bien surveillé et bien éduqué, il n'a commis aucune faute. Un simple fait causal. C'est un simple fait causal. Donc, la jurisprudence est très logique. Elle a supprimé la présomption de faute et maintenant c'est une responsabilité de plein droit. Donc les parents ne peuvent plus s'exonérer que par la preuve de la force majeure ou la faute de la victime. La faute de la victime, on voit bien ce que c'est, une exonération partielle. La force majeure, en revanche, c'est beaucoup plus délicat parce que la jurisprudence est très très stricte. Elle considère que l'événement doit être extérieur non seulement par rapport aux parents, mais aussi par rapport à l'enfant. Ce qui fait que c'est une exonération qui est quasiment impossible. Donc à part franchement la faute de la victime, qui viendra exonérer partiellement, voire totalement, si elle remplit les caractères de la force majeure, on ne voit pas trop comment les parents peuvent s'exonérer de leurs responsabilités.